Ma mère, véritable maître dans l'art de capter toute l'attention, ne peut pas s'empêcher de séduire tous mes petits amis, persuadée que je ne les mérite pas. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans, et ça fait 6 ans que je vis ce cauchemar en boucle. À chaque fois que j'ai présenté un garçon à la maison, c'était le même cirque. Ma mère jouait la carte de la séduction à fond, avec ses câlins interminables, des compliments limites déplacés sur leur physique, et subitement, elle ne portait plus que ses robes les plus moulantes, dès qu'il mettait un pied chez nous. Mais il y a 3 mois, j'en ai eu assez de voir mes histoires d'amour sabrées nettes à cause de ces crises d'ego, et j'ai décidé de prendre les choses en main avec un plan totalement fou, ou peut-être brillant. J'allais lui présenter un faux petit ami juste pour voir jusqu'où elle irait. Tout s'est précipité avec Tyler, mon dernier ex. Un type adorable, sincère, qui bossait comme instituteur dans l'école voisine. Après 4 mois ensemble, j'ai trouvé le courage de l'emmener dîner chez ma mère un dimanche soir. Patricia, 52 ans, magnifique comme toujours, n'a jamais vraiment digéré son passé de mannequin et elle adorait rappeler à tout le monde combien elle était désirable. Même aujourd'hui, elle sacrifiait des heures chaque matin à se préparer. Elle faisait du sport avec son coach privé à la moindre occasion. Et sa penderie valait une fortune. Dès que Tyler est arrivé, j'ai vu tout de suite cette étincelle de calcul dans ses yeux. « Oh là là, Emma, tu ne m'avais pas dit qu'il était aussi craquant !» s'est-elle exclamée en le serrant bien trop longtemps dans ses bras. « Maintenant, je comprends pourquoi tu es à fond sur lui. » Pendant le dîner, elle l'a bombardé de questions banales, sur son boulot, ses passions, sa famille, mais en ayant constamment la main posée sur lui et riant à gorge déployée à chacune de ses blagues, parfois même avant la chute. J'étais dans la cuisine en train de sortir le dessert quand elle lance à Tyler. « Tu sais, Emma ne ramène jamais personne. » J'en venais presque à croire qu'elle était condamnée à rester seule. À mon retour avec la tarte, Tyler était crispé et ma mère rayonnait, comme si elle avait remporté une victoire. Dès qu'il est parti, elle m'attendait sur le pas de la porte. « Il a l'air sympa, chérie », a-t-elle laissé tomber sur un ton hautain. « Mais franchement, tu pourrais viser un peu plus haut. Un instituteur, tu crois que c'est suffisant pour toi ?» Toujours le même refrain. Elle entamait par la séduction, voyait si le garçon mordait à l'hameçon, puis elle semait le doute dans mon esprit et, très vite, elle trouvait 1000 prétextes pour garder le contact avec eux derrière mon dos. Les 3 précédents n'avaient pas tenu le choc. Complètement perdu, il préférait fuir plutôt que d'affronter cette mascarade. Mais Tyler, lui, a eu le courage de m'en parler. 2 semaines après ce fameux dîner, assis dans son salon, il m'a avoué, gêné, « Ta mère m'envoie des messages ? Tu le savais ? Quel genre de messages ?» Et là, il me tend son téléphone. Des SMS où elle lui demande s'il est dispo le week-end, l'encourage à suivre des cours de yoga, l'invite à prendre un café sous prétexte de discuter de mon bonheur. Elle prétend s'inquiéter pour toi, mais certains trucs sont franchement bizarres, a-t-il soupiré. En lisant la conversation, j'ai compris en un éclair qu'elle avançait masquée, jouant la mère poule modèle pour mieux se rapprocher d'eux. « Je veux pas de malaise avec ta famille », a repris Tyler. « Mais là, c'est trop. Je sais. Je suis désolée. » Ai-je fini par admettre, dépitée. C'est bien pour ça que je garde mes histoires pour moi. Elle fait ça à chaque fois. À chaque fois. De longues secondes de silence. Puis, Emma, c'est loin d'être normal. Tu t'en rends compte ? Oui, bien sûr que je le savais, depuis des années même. Mais entre voir le problème et le régler, il y a un monde. 3 jours plus tard, Tyler a rompu. Je t'aime beaucoup, mais je ne supporte plus cette situation. Les messages de ta mère, ses regards, ses allusions. Je n'en peux plus. J'ai pleuré des heures, pas seulement parce que je perdais un garçon bien, mais parce que j'ai compris à ce moment-là que si je ne faisais rien, j'allais finir seule. C'est là qu'a germé l'idée du faux petit ami. Trouver quelqu'un qui saurait la remettre à sa place, insensible à ses manœuvres et capable de ne pas se laisser embarquer émotionnellement. Le hic, c'est que je ne connaissais personne comme ça. Et là, je me suis souvenue d'Alex Russo, un vieil ami de fac un peu oublié avec qui j'avais partagé quelques soirées mémorables. À l'époque, il étudiait le théâtre, rêvait de scène, un vrai prince charmant, grand, les cheveux aussi noirs que les yeux étaient verts et un sourire à faire tomber toutes les barrières. Alex était gay, même si à l'époque, il n'en parlait pas trop. On s'était gardé dans nos contacts virtuels et j'avais suivi de loin ses aventures, son coming out, sa vie avec son copain Marcus. Surtout, je savais qu'Alex détestait les gens manipulateurs et qu'il avait un vrai sens du théâtre. Je lui ai raconté ma galère, pensant qu'il trouverait ça dingue, mais pas du tout. « Ma chérie, c'est le défi qu'il me manquait. Marcus va adorer cette histoire. Alors, on commence quand ?» On s'est retrouvés le week-end suivant autour d'un café pour tout mettre au point. Alex était encore plus impressionnant qu'à la fac et respirait une assurance qui promettait de rendre ma mère totalement chèvre. « Alors, qu'est-ce qu'on vise ?» a-t-il glissé en riant. « Tu veux juste qu'elle lève le pied ou tu veux lui faire payer ? Je veux juste qu'elle me lâche pour que je puisse, un jour, vivre une vraie histoire. » ai-je répondu sans détour. « Si elle est trop occupée à essayer de te draguer, peut-être qu'elle me laissera tranquille. » Ok, donc je dois être suffisamment irrésistible pour qu'elle tombe dans le panneau, mais aussi assez distant pour qu'elle n'ait jamais ce qu'elle veut. C'est exactement ça. On a inventé notre scénario. Retrouvailles par le biais d'amis, début de relations passionnées depuis 2 mois, tout semblait sérieux. Alex serait attentionné sans en faire des caisses, intelligent sans arrogance. J'étais curieuse de son point de vue, mais sans attendre qu'il approuve. « Le secret, expliqua Alex, c'est de lui donner l'impression que tu es sa rivale. Attends, tu veux dire lui faire croire qu'elle pourrait me prendre quelque chose si elle s'y prenait bien ? C'est glauque.
Oui, c'est pas très joli, mais tu sais bien comment elle fonctionne. Elle ne supporte pas l'idée que tu possèdes quelque chose qui lui échappe. 2 semaines plus tard, j'avais invité Alex à dîner à la maison. Ma mère a ouvert la porte dans une robe inconnue, parfaitement coiffée et maquillée. Le regard qu'elle a lancé à Alex m'a presque fait croire que ses yeux s'agrandissaient de désir. « Tu dois être Alex », dit-elle en lui tendant la main, attendant clairement un baise-main. « Emma m'a beaucoup parlé de toi. J'espère qu'elle n'a pas trop exagéré, » répondit Alex avec son sourire ravageur. « Et vous êtes Patricia, j'imagine. » Emma a bien omis de me dire à quel point sa mère était séduisante. J'ai vu ma mère littéralement chavirer. Elle a eu un petit rire de lycéenne, puis nous a fait entrer comme une hôtesse de gala. Au dîner, Alex a été d'une politesse et d'un charme irréprochable. Il l'a questionnée sur sa carrière de mannequin, complimenté sa cuisine, écouté patiemment toutes ses anecdotes sur les gens soi-disant fascinants qu'elle avait croisés. Mais en même temps, sous la table, il gardait sa main sur mon genou et s'assurait de m'intégrer à chaque conversation. « Emma a une chance incroyable d'avoir une mère aussi intéressante », lançait-il. Je comprends mieux d'où elle tire sa confiance. Ma mère était tout simplement rayonnante. Oh, Emma a toujours été si réservée. Je lui répète qu'elle devrait davantage aller vers les autres. Moi, je la trouve parfaite comme elle est, a répondu Alex en me serrant la main. Mais je serais curieux d'en savoir plus sur votre période mannequin. Ça a dû être toute une histoire. Pendant l'heure suivante, elle nous a ressorti toutes ces histoires, celles que je connaissais par cœur, pendant qu'Alex riait à chaque chute, posait les bonnes questions et la faisait se sentir unique. Après le repas, alors que je m'occupais du lave-vaisselle, j'entendais leur conversation dans le salon. Alex s'intéressait à ses habitudes sportives, ses astuces beauté. Ce soir-là, elle paraissait avoir 10 ans de moins. Emma a vraiment de la chance d'être avec quelqu'un capable de voir la valeur des choses, disait-elle. Je sais reconnaître la qualité quand j'en rencontre, avait répondu Alex, et ça s'entendait dans sa voix qu'il souriait. Au moment de partir, ma mère a pris Alex dans ses bras et lui a dit qu'il serait toujours le bienvenu ici. Je crois qu'elle t'a à la bonne, ai-je lâché alors qu'on repartait. À la bonne? Tu plaisantes? Elle est déjà en train d'imaginer qu'on a une liaison. Tu as vu sa tête quand j'ai complimenté sa robe? Arrête, c'est malsain. C'est ma mère. Sur les semaines qui ont suivi, le plan d'Alex a fonctionné comme sur des roulettes. Ma mère s'est mise à lui écrire sans arrêt dès après ce fameux dîner. D'abord des messages gentils, anodins, pour prendre des nouvelles de son boulot ou partager des articles en pensant que ça lui ferait plaisir. Alex me montrait chaque message, répondait juste ce qu'il fallait pour l'entretenir sans jamais franchir la ligne. Il restait cordial, jamais séducteur, reconnaissant mais distant. De mon côté, ma mère a changé d'attitude avec moi. Plus aimable dès qu'Alex était là, presque à se donner en exemple de la mère idéale. Plus de petites remarques désagréables sur ma tenue ou mon boulot, et même une oreille plus attentive lorsque je parlais. Elle joue un numéro devant moi, expliquait Alex. Elle veut absolument que je la considère comme la mère parfaite, histoire de se convaincre qu'elle mériterait mon attention. C'était si bien joué qu'il m'arrivait d'oublier que tout était simulé. Puis elle a mis les bouchées doubles. Elle trouvait sans cesse des excuses pour passer à l'appartement, toujours impeccable, apportant systématiquement une délicatesse pour Alex. Un jour, Alex m'annonce « Ta mère m'a ramené des cookies maison. Elle est restée 2 heures à déblatérer sur le fait que tu ne mangeais pas assez. Et tu lui as répondu quoi? Que je veillais très bien sur toi. Je crois que ça l'a agacée. Tout s'est écroulé 6 semaines après le début de notre fausse histoire. Ma mère m'a appelée un mardi après-midi, bouleversée et au bord des larmes. « Emma, il faut absolument que je te parle. » sanglotait-elle. Je crois que je tombe amoureuse d'Alex. J'ai senti mon estomac se tordre. Maman, mais n'importe quoi. Je sais que ça ne se fait pas. Je sais qu'il est à toi, mais je n'y peux rien. Il est exceptionnel. Il me comprend vraiment. C'est tellement rare chez un homme. Maman, tu le connais depuis 6 semaines à peine. Parfois ça suffit, tu sais. J'ai l'impression qu'Alex ressent peut-être aussi quelque chose. La façon dont il me regarde, ce qu'il me dit, je sens qu'il reste avec toi juste parce que tu es sa fille. Je suis restée muette si longtemps qu'elle m'a demandé si j'étais encore au bout du fil. Oui, je t'écoute, ai-je fini par répondre. On devrait tous se retrouver et parler calmement, a-t-elle proposé. Si on met tout à plat, on verra bien ce qui est le mieux pour tous. Le soir même, j'ai appelé Alex pour lui raconter la scène. Elle veut une discussion franche sur les sentiments. C'est excellent. Excellent? Alex, c'est un cauchemar. Elle est complètement barrée. Mais c'est parfait. Justement, elle est tellement obsédée à l'idée de te voler ton mec qu'elle est prête à tout faire exploser. Là, on va pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi faire. Propose-lui la discussion. Ce week-end, chez toi. Dis-lui qu'on va tout mettre à plat. Je n'aimais pas du tout la lueur que je voyais dans les yeux d'Alex, mais, à ce stade, j'étais bien trop embarquée pour reculer. Samedi soir, ma mère est arrivée comme on monte les marches à Cannes. Robe noire ultra moulante, mise en beauté parfaite, coiffure digne d'un salon. Elle avait une bonne bouteille sous le bras et une nervosité qui se sentait à des kilomètres. Alex était déjà là depuis un moment, on avait répété sa comédie. Je n'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout, mais je savais que je pouvais compter sur lui pour gérer la suite. « Patricia !» lança Alex en se levant aussitôt pour lui faire une accolade dès qu'elle entra dans la pièce. « Tu es superbe ce soir. » Ma mère rayonna, toute flattée. « Merci Alex, tu n'es pas mal non plus. Très élégant. » Nous nous sommes installés au salon, un peu maladroitement répartis entre le canapé et les fauteuils, formant une sorte de triangle inconfortable. Ma mère n'arrêtait pas de passer son regard de l'un à l'autre, cherchant à sentir l'ambiance. « Bon, finit-elle par déclarer, je crois qu'on sait tous pourquoi on est réunis. Oui,
répondit Alex en hochant la tête. Et je voudrais te dire à quel point j'admire ta franchise, Patricia. Il faut du cran pour dire ce qu'on ressent. Ma mère était soulagée. Ça se voyait. Je suis heureuse que tu comprennes. Je craignais vraiment que tu me prennes pour une folle. Pas du tout, au contraire. Je pense qu'on aurait dû avoir cette discussion depuis longtemps. Alex m'a pris la main, ce qui a visiblement étonné ma mère. Justement, a-t-il enchaîné, il faut aussi que je sois sincère sur ce que je ressens. Je t'écoute, répondit-elle en se penchant vers lui, pleine d'espoir. Patricia, tu es une femme exceptionnelle, belle, brillante, sophistiquée. Beaucoup d'hommes seraient fiers d'attirer ton attention. Ma mère était ravie sur un petit nuage. Mais voilà, dit-il, je suis complètement amoureux d'Emma. Fou d'elle. Le visage de ma mère s'est décomposé sur le champ. Et il faut que je te dise une chose de plus, ajouta Alex. Je suis homosexuel. Un silence pesant s'est installé. Ma mère ouvrait la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Pardon ? Quoi ? A-t-elle fini par balbutier. Je suis gay, Patricia. Je l'ai toujours été. J'ai un compagnon, Marcus, avec qui je vis depuis 3 ans. Je me suis tournée vers elle, et Alex a poursuivi. Emma et moi avons simplement prétendu être en couple, parce qu'elle en avait assez que tu fasses fuir tous les garçons sérieux de sa vie. Elle s'est dit qu'en t'occupant de moi, tu lui lâcherais enfin la grappe. Ma mère nous observait, l'air de plus en plus déconcerté, puis gêné, avant que la colère ne s'invite sur son visage. « Vous vous moquez de moi ? » ?»« Non, » répondit calmement Alex. « Tout est vrai. Emma m'a demandé de l'aider parce que tu la rends folle avec tes manigances. Tu l'as empêchée de garder un petit ami sérieux à chaque fois. Elle pensait qu'avec moi tu passerais à autre chose. Mais voilà, il fallait bien t'expliquer la vérité. Donc vous m'avez menti pendant 2 mois ? A-t-elle craché. Mais toi, ça fait des années que tu te mens à toi-même, Patricia, a rétorqué Alex. Tu trouves normal de rivaliser avec ta propre fille pour attirer les hommes ? Tu crois vraiment que c'est sain de saboter ces relations juste parce que tu ne supportes pas de ne plus être le centre d'attention ? Ma mère s'est levée d'un bond. Je n'ai pas à écouter de telles idioties. C'est vrai, tu n'y es jamais obligé, a reconnu Alex. Mais il serait temps que tu te poses les bonnes questions. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins d'une blessure que je n'avais pas vue depuis longtemps. Comment as-tu pu me faire ça ? A-t-elle lâché. Vraiment, maman ? Tu me demandes comment j'ai pu te faire ça alors que tu as fait partir tous les garçons que j'ai ramenés depuis mes 18 ans ? Tu flirtais avec eux, tu leur envoyais des messages en douce, tu leur faisais croire qu'ils me faisaient du mal en ne s'intéressant pas assez à toi. Tu as gâché 6 ans de ma vie amoureuse. Je n'ai jamais rien saboté du tout. Si ces gars-là étaient impressionnés par 2 compliments amicaux, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour toi, c'est tout. Amicaux ? A ricané Alex. Patricia, tu m'as proposé d'aller boire un café à plusieurs reprises, tu m'as envoyé des photos de toi en tenue de yoga. Tu n'as cessé de sous-entendre qu'Emma et moi, on se contentait de peu. Le visage de ma mère s'est figé. Je ne t'ai jamais envoyé de photos sans rien sur le haut. Alex a sorti son téléphone, lui montrant les messages. Il s'agissait effectivement de photos pendant ses séances de yoga. Brassière, leggings moulants, accompagnés de commentaires sur le fait que le sport la gardait jeune. Ce n'était pas sans eau, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Patricia, a repris Alex tout en douceur. Tu es une très belle femme, mais tu pourrais être ma mère. Ce genre de comportement, ce n'est pas flatteur. C'est franchement triste. À ce moment-là, ma mère a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier qu'on l'humiliait, qu'elle n'oublierait jamais pareille trahison, qu'elle ne nous pardonnerait jamais. Elle a balancé la bouteille de vin contre le mur en m'insultant d'ingrate et en traitant Alex de pervers qui lui aurait fait du charme. « Je m'en vais », a-t-elle lancé, théâtrale. « Et ne t'attends pas à ce que je te reparle bientôt, Emma. On verra quand tu seras adulte et que tu sauras respecter ta mère. » Elle a claqué la porte si fort que même le chien du voisin s'est mis à aboyer. Alex et moi sommes restés là, sonnés, silencieux, pendant de longues minutes. Franchement, ça aurait pu être pire, a-t-il soufflé en premier. Pire ? Elle a balancé une bouteille sur mon mur. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que le prochain garçon que tu ramèneras aura la paix. Crois-moi, elle a trop honte pour recommencer son numéro. Au fond, Alex avait raison, mais pas de la façon dont on l'imaginait. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, ma mère a totalement disparu. Pas d'appel, aucun message, pas une seule visite à l'improviste. C'est la plus longue période sans contact depuis que j'ai quitté la maison. J'ai cru, l'espace d'un instant, que j'avais enfin réussi à lui ouvrir les yeux, que le choc de devoir affronter la vérité devant témoins la ferait réfléchir à sa façon d'agir. Jusqu'au jour où ma tante Linda, sa sœur, m'a appelée. « Emma, ma chérie, il faut que je te parle de ta mère », a-t-elle commencé. Elle habite chez moi depuis votre dispute et elle raconte à tout le monde une histoire complètement différente de la réalité. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Patricia dit que tu as fait venir un homosexuel à la maison en te faisant passer pour sa petite amie parce que tu étais jalouse de l'intérêt qu'il te portait. Elle explique que tout ça, c'était une mise en scène pour l'humilier puisque tu supportes mal que les hommes lui trouvent du charme. J'ai senti un froid me traverser. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je sais, ma chérie, mais elle a téléphoné à tout le monde. La famille, ses amis, même certains de tes collègues. Elle se donne le beau rôle de la victime d'une farce cruelle montée par une fille jalouse et immature. J'en avais la nausée. C'est exactement le genre de scénario que ma mère adore. Quand elle ne peut plus contrôler la réalité, elle la réinvente à son avantage. Et attends, ce n'est pas tout, a ajouté Linda. Elle en parle aussi sur Facebook. Jamais en te nommant, bien sûr, mais tout le monde comprend de qui il s'agit. Elle fait des posts sur la souffrance des parents trahis par leurs enfants, sur ces filles qui vivent mal d'avoir une mère séduisante. Le reste de la journée, je l'ai passé à répondre à des appels et des messages de proches qui voulaient chacun connaître la vraie version. Certains étaient de mon côté,
D'autres avaient l'air de penser qu'il devait bien y avoir un peu de vrai dans l'histoire de ma mère. Le pire, c'était de constater jusqu'où elle avait poussé la mise en scène sur les réseaux sociaux. Des messages énigmatiques à propos d'une trahison familiale, des articles partagés sur les enfants narcissiques qui maltraitent leurs parents, et une flopée de commentaires compatissants de gens qui n'avaient pas la moindre idée de la réalité. « Elle recommence exactement ce qu'elle faisait avec tes copains », m'a soufflé Alex alors que je l'appelais en larmes. « Elle attire toute l'attention pour se donner le beau rôle de victime. Je ne peux rien faire face à ça, » ai-je répondu. Elle maîtrise parfaitement ce petit jeu. Mais tu n'es pas obligé de lutter, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, il faut juste la laisser croire qu'elle remporte la manche. Si elle tient vraiment à jouer la victime, qu'elle assume aussi le poids de ses propres mensonges. Ce n'est que le lendemain que j'ai compris ce qu'Alex voulait dire, quand ma cousine Rachel m'a appelée. « Emma, cette histoire que ta mère raconte un peu partout me travaille. Je voudrais te demander quelque chose. Si Alex n'était qu'un simple ami qui t'aidait, pourquoi ta mère aurait-elle ressenti le besoin de le séduire? Comment ça? D'après ce qu'elle dit, elle prétend avoir été seulement gentille avec ton copain, et que tu l'as mal pris au point de vouloir l'humilier. Mais si Alex est gay, et que tu le savais, pourquoi elle aurait honte d'avoir été simplement aimable? Il y a un truc qui ne colle pas. » J'entendais Rachel réfléchir tout haut. La seule explication logique, a-t-elle continué, c'est qu'elle a effectivement fait quelque chose d'inapproprié, et qu'en le découvrant, c'était embarrassant pour elle. S'il était juste question de découvrir que le copain était homosexuel, franchement, ce serait plutôt cocasse. Jamais une humiliation. Peu à peu, d'autres membres de la famille ont commencé à s'interroger aussi. Au fur et à mesure que tout le monde se penchait sur la version de ma mère, elle tenait de moins en moins la route. Pourquoi aurais-je monté tout un scénario pour la ridiculiser si elle n'avait rien à se reprocher? Pourquoi aurait-elle été autant bouleversée si sa relation avec Alex était vraiment innocente? Et pourquoi logeait-elle chez Linda, au lieu de prendre la chose à la rigolade? En à peine une semaine, le récit de famille s'est effrité. Les proches ont pris l'habitude de demander directement à ma mère ce qu'elle avait pu dire ou faire pour que la révélation sur Alex soit à ce point gênante pour elle. Elle en arrivait à ne plus pouvoir justifier quoi que ce soit sans reconnaître qu'elle avait dépassé les bornes. Pendant ce temps, j'avais rencontré quelqu'un. Il s'appelait James, avocat, croisé grâce à une amie au boulot. Dès le début, j'ai joué la carte de l'honnêteté sur ma situation familiale, et contre toute attente, il a trouvé l'histoire bien plus drôle qu'alarmante. Donc ta mère sabote tes histoires de cœur, et tu t'es déniché un acteur gay pour jouer le rôle du faux petit ami et lui clouer le bec, m'a-t-il lancé lors de notre 3e dîner. C'est soit le plan le plus génial que j'ai jamais entendu, soit un truc de dingue. Peut-être les deux. J'aime beaucoup. C'est malin et tu sais te débrouiller. James n'avait rien à voir avec les hommes que j'avais connus auparavant, déjà posés, sûrs de lui, pas du genre à s'émouvoir du moindre remous familial. Quand je l'ai enfin présenté à ma mère, 6 mois plus tard, l'atmosphère était à des années-lumière de d'habitude. Elle a bien tenté ses petites manœuvres, mais James l'a remise à sa place sans la moindre hésitation. « Patricia, c'est un plaisir de rencontrer la maman d'Emma », a-t-il dit pendant qu'elle s'attardait dans l'un de ses fameux câlins. « Emma ne cesse de parler de vous. Mais dès qu'elle a commencé à le cuisiner sur son métier ou sa famille, il recentrait tout sur moi. Emma ne m'avait pas dit qu'elle s'intéressait à l'histoire de l'art, lâchait-il dès qu'elle parlait de ma spécialité à la fac. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter là-dedans, Emma? Chaque tentative de ma mère pour s'accaparer James se soldait par un retour immédiat vers moi, ferme et sans appel. C'est une perspective intéressante, Patricia. Emma, toi, tu en penses quoi? À la fin du repas, ma mère était manifestement désarçonnée. Les airs séducteurs et les petites piques n'avaient en plus aucun effet. James affichait très clairement qu'il était là pour moi, pas pour se laisser embarquer dans son cirque. Dès lors, ma mère n'a quasiment plus tenté de s'immiscer dans notre vie de couple. De temps en temps, elle glissait un commentaire sur James ou sur le fait que je ne devrais pas m'emballer trop vite. Mais fini, les petites provocations ou les sous-entendus. Tout cela avait disparu. 2 ans plus tard, James m'a demandé en mariage. Quand nous l'avons annoncé à la famille, la réaction de ma mère en a dit long. « Bon, j'imagine qu'il convient », a-t-elle lâché, même si je continue à penser que vous êtes bien jeune pour une décision pareille. Nous avions pourtant 27 et 31 ans. Tout ça m'a toujours interpellée. Ma mère n'a jamais assumé ce qu'elle avait fait avec mes anciennes histoires, ni même après le coup monté avec Alex, ni après avoir eu toute la famille sur le dos à propos de son comportement. Elle n'a jamais admis qu'elle avait saboté ma vie amoureuse. Dans son monde à elle, elle n'avait été qu'une pauvre victime d'une mauvaise blague, pas l'instigatrice de longues années de manipulation. Et bizarrement, c'est ce même aveuglement qui a rendu la stratégie d'Alex si efficace. Tellement enfermée dans son rôle de victime, elle ne pouvait surtout pas recommencer avec James, car cela aurait contredit complètement tout son récit d'innocence dans l'affaire Alex. C'est sa propre vanité qui l'a empêchée de refaire les mêmes erreurs. L'organisation du mariage, elle, a été un feuilleton à part entière. Ma mère voulait tout diriger, suggérant une salle plus grande, un photographe hors de prix, des fleurs photogéniques à souhait. Mais James ne se laissait pas faire. « Patricia, j'entends bien vos idées, mais Emma et moi avons déjà choisi notre menu », répondait-il quand elle tentait de changer le traiteur. Ou bien « Merci pour la suggestion, mais nous sommes ravis de notre photographe. » Plus moyen de jouer de ses charmes, ni de manipuler James comme elle avait pu le faire par le passé avec mes ex. Pour la première fois de ma vie adulte, j'avais à mes côtés quelqu'un d'absolument imperméable à toutes ces combines. Le mariage, finalement, a été magnifique.
Ma mère s'est comportée comme il fallait, même si elle n'a pas résisté à la tentation de porter une robe franchement voyante pour une mère de la mariée. La famille de James m'a tout de suite adoptée. Mes amis étaient enchantés de mettre enfin un visage sur cet homme dont je parlais sans cesse, et même mes proches semblaient rassurés de me voir en couple avec quelqu'un qui, de toute évidence, m'adorait. Durant la réception, ma mère a pris la parole pour un discours à la fois émouvant et parfaitement dosé. Elle a parlé de la fierté qu'elle ressentait pour moi, de son bonheur de me voir avec quelqu'un qui me rendait heureuse, et a exprimé sa joie d'accueillir James parmi nous. L'espace d'un instant, j'ai presque cru qu'elle avait vraiment changé, mais au moment du lancer de bouquet, elle s'est faufilée parmi les célibataires et a attrapé les fleurs. « On dirait bien que c'est mon tour maintenant », a-t-elle lancé à la cantonade, tout en adressant un petit clin d'œil aux frères célibataires de James. Décidément, certaines choses ne changent jamais. Mais s'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est qu'on ne répare pas une mère narcissique en la mettant face à ses travers. Elle retournera toujours la situation pour se poser en victime. On ne parvient pas à la transformer en étant une meilleure fille, ni en trouvant la formule magique qui la ferait comprendre l'impact de son comportement. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est se protéger, choisir un compagnon qui n'est pas dupe de ses manipulations et établir des limites nettes pour éviter que sa toxicité ne vienne tout gâcher. Le stratagème inventé par Alex avec le faux petit ami n'a évidemment pas guéri ma mère de son narcissisme, mais il lui a bien fait comprendre que ses manigances ne fonctionnaient plus avec tout le monde, et ça l'a suffisamment bousculée pour qu'elle tienne un peu compte de mes limites et que je puisse, moi, vivre une histoire normale. On ne pouvait franchement pas espérer mieux. James et moi sommes mariés depuis 3 ans. Notre fille Sophie vient de fêter sa première bougie, et ma mère est complètement gaga de son rôle de grand-mère. Elle la garde 2 fois par semaine, lui achète assez de vêtements pour remplir une armoire entière, et inonde les réseaux sociaux de photos d'elles deux. Parfois, je la surprends du coin de l'œil à observer James comme si elle se demandait encore, par jeu, si elle pourrait le séduire si elle s'y mettait sérieusement. Mais Sophie n'a qu'à faire une petite bêtise ou une mimicrie, et aussitôt ma mère redevient la star incontestable aux yeux de sa petite fille. J'en arrive à penser que les petits-enfants, c'est l'aubaine suprême pour les mères narcissiques. L'amour inconditionnel de ces bouts de chou trop jeunes pour saisir la manipulation leur fournit toute l'admiration dont elles rêvent, sans la concurrence de l'enfant adulte. Quant à Alex, il a épousé Marcus l'an passé. J'étais sa demoiselle d'honneur, et ma mère m'accompagnait. Fidèle à elle-même, elle a passé la soirée à jouer les entremetteuses entre les copains d'Alex et toutes les femmes célibataires qu'elle connaissait, oubliant manifestement que si Alex et moi nous sommes rencontrés, c'est justement parce qu'il est gay. « Emma, tu devrais présenter le grand brun à ta cousine Jennifer », m'a-t-elle glissé à l'oreille pendant le cocktail, sûre de tenir une superbe idée. « Maman, ils sont tous gays. C'est un mariage entre hommes. Eh bien, on ne sait jamais. Parfois, les gens aiment bien expérimenter. » Là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après tout ce qu'on a traversé, elle reste fidèle à elle-même, toujours élégante, toujours charmeuse, et toujours incapable de voir le monde autrement qu'à travers son propre filtre. Mais au moins, elle n'a plus la possibilité de détruire mes relations. Et rien que pour ça, c'est un soulagement. Finalement, ce que j'ai compris à travers tout cela, c'est qu'on n'a pas besoin de régler tous les problèmes familiaux pour être heureux. Il suffit d'apprendre à se protéger de leurs travers et à sauvegarder ce qui reste de bon. Ma mère restera probablement toujours égocentrique, toujours avide d'attention, toujours incapable de comprendre que les autres peuvent aussi avoir des besoins et des sentiments qui comptent. Mais elle restera aussi, malgré tout, ma mère. Et curieusement, je l'aime encore. Mais aujourd'hui, je m'aime assez pour ne plus la laisser saboter mon bonheur au passage. Parfois, avec une famille compliquée, c'est déjà pas mal. Le stratagème du faux petit ami n'a pas changé ma mère, mais il m'a changé, moi. Il m'a appris que je pouvais reprendre la main même dans des situations a priori désespérées, que je pouvais poser mes limites sans tout couper, et qu'au bout du compte, la meilleure façon de tourner la page, c'est de refuser coûte que coûte d'être la victime. Ma mère campe toujours sur sa version des faits avec mes ex, persuadée d'être la pauvre victime de la jalousie de sa fille, et elle ne voit guère le mal qu'elle a pu faire. Mais elle a bien compris que ses stratagèmes n'avaient plus prise sur James, et elle sait maintenant ce qui l'attend si elle pousse le bouchon trop loin. Je crois que c'est le plus proche d'un happy end possible pour nous deux, et franchement, ça me va. Un psychopathe a sauvé une vie, et personne n'aurait voulu le croire. Jake, ce garçon dont tout le monde murmurait dans les couloirs, son conseiller d'orientation venait tout juste, officieusement, de le voir comme un élève à problème, à cause d'un rapport psy ayant mal tourné. Pour fêter ça, Jake avait trouvé malin de traîner dans l'ancien cimetière, parce que, quoi de plus banal que de passer du temps entouré de tombes, n'est-ce pas? Il est alors tombé sur une petite fille assise à côté d'une sépulture, immobile, ni en pleurs ni en pleine partie de jeu, simplement là, figée comme une statuette. Beaucoup auraient cru qu'elle rendait visite à sa grand-mère, mais Jake, tout de suite, a senti que quelque chose clochait. Il s'est approché, lui a demandé si ça allait. Les yeux vides, elle a murmuré « Je ne me souviens plus comment rentrer chez moi ». Elle était là depuis le matin, et la nuit commençait déjà à tomber. Jake a vite compris qu'elle présentait des signes de déshydratation avancée. Il a appelé les secours, et resté à ses côtés, partageant sa gourde d'eau. L'équipe d'ambulanciers a confirmé que la fillette avait failli y passer. Elle s'était éloignée de sa nounou des heures plus tôt, et s'épuisait peu à peu sous la chaleur, sans que quiconque ne remarque rien, tout le monde l'ayant prise pour une simple visiteuse. Ce qui continue de me troubler,
c'est que la même semaine où Jake s'est fait traiter d'insensible, il a été le seul à s'arrêter pour sauver une enfant en danger de mort. Les parents de la petite ont cherché à le remercier, mais Jake avait déjà filé, disparu derrière les tombes. Un des ambulanciers a même affirmé un jour que Jake avait ce don de remarquer ce que les autres ne voient pas. Un jour, un enfant inconnu s'est mis à m'appeler maman, et sans comprendre pourquoi, j'ai fondu en larmes, incapable de m'arrêter. J'avais emmené mes enfants à l'heure du conte du samedi à la bibliothèque municipale. Dans l'espace jeunesse, ils étaient en train d'installer un spectacle de marionnettes. Je me suis dit que ça nous ferait du bien à tous de changer un peu de nos habitudes. Mes 3 petits se sont aussitôt faufilés parmi les autres gamins, assis en tailleur, et déjà en train de chuchoter et de pouffer dès les premières minutes du spectacle. De mon côté, je me suis posée tout au bord, ravie de profiter enfin d'un moment de tranquillité. Mais mes enfants ne pouvaient pas s'empêcher de se retourner régulièrement vers moi pour me faire des clins d'œil et souffler de petits « maman ». Et je répondais à chacun d'eux d'un sourire complice ou d'un signe de la main. C'est alors que j'ai remarqué à côté de moi un petit garçon que je ne connaissais pas, tout frêle, à peine 3 ou 4 ans. Après que mes enfants m'eurent fait plusieurs petits coucous, il a pris son courage à 2 mains pour m'imiter. Il me faisait de petits saluts discrets et m'appelait tout doucement « maman ». Au début, je me suis dit qu'il me confondait sûrement avec quelqu'un d'autre, mais dès que je lui ai souri, son visage s'est illuminé. On aurait dit que je venais de lui offrir le plus beau des cadeaux. Pendant tout le reste du spectacle, il n'a cessé de me chercher du regard, espérant chacune de mes réactions, et sincèrement, je n'ai pas eu le cœur de l'ignorer. J'ai balayé la salle du regard, à la recherche d'un adulte responsable de lui, mais personne n'a bronché. À la fin, alors que j'aidais mes enfants à enfiler leur manteau, une femme s'est approchée pour se présenter en tant qu'animatrice. Elle m'a expliqué que le petit garçon était placé en famille d'accueil temporaire et était là accompagné d'une bénévole. Puis, à voix basse, elle m'a dit « Il a eu des semaines difficiles. Ce petit moment comptait bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » J'ai serré un peu plus fort mes enfants en sortant, les yeux embués, sans rien expliquer à personne. Suis-je horrible de ne pas avoir invité ma mère biologique à mon mariage, alors que ma belle-mère avait droit à son carton officiel? Ma mère m'a laissé quand j'avais 8 ans, décidée à partir en Californie pour refaire sa vie avec un certain Chad qui vendait des huiles essentielles sur les marchés bio. À la place, Lisa, ma belle-mère, est arrivée 2 ans plus tard, m'a appris à faire mes lacets, m'a aidé pour mes devoirs, m'a encouragée à chaque match de foot et m'a tenu les cheveux lors de ma première vraie cuite au lycée. Mais apparemment, pour une bonne partie de la famille, la génétique pèse plus lourd que la présence. Après 15 ans sans la moindre nouvelle, ma mère biologique a soudainement réapparu pour exiger de devenir la mère de la mariée, sous prétexte que, je cite, « c'est mon droit en tant que vraie mère », comme si elle n'avait pas, entre-temps, raté mes anniversaires, mes remises de diplôme et tous mes chagrins d'amour. Lisa, elle, n'a jamais cherché à prendre la place de personne. Elle était simplement là dès que j'avais besoin de quelqu'un. Et bien sûr, voilà que tout le monde crie au scandale et me traite de sans cœur. J'ai envoyé à Lisa une invitation ornée de la mention mère de la mariée, tandis que ma mère biologique a reçu une invitation classique, valable pour le vin d'honneur uniquement. Évidemment, ça a déclenché le drame habituel, reproches, discussions sans fin et éternel refrain sur « le sang plus fort que l'eau ». Sauf que, pour moi, la véritable phrase c'est « le sang du pacte est plus fort que l'eau du ventre », ce qui veut dire que la famille qu'on se construit compte davantage que celle dont on hérite. Lisa a gagné sa place au premier rang parce qu'elle a été présente les 18 dernières années, pas parce qu'on partage quelques gènes depuis 9 mois. Parfois, jouer le rôle de la méchante, c'est juste reconnaître celles et ceux qui vous ont sincèrement aimé, et pas juste donner la vie. Anesthésiste? Quelle phrase prononcée sous anesthésie ne pourrez-vous jamais oublier? Je suis infirmière anesthésiste. Mardi dernier, juste avant l'endormissement pour une opération de la vésicule, Madame Henderson m'attrape soudainement la main et me chuchote « L'aimant ananas sait où est enterrée la capsule temporelle avec les lettres de Jake ». Puis elle marmonne quelque chose qui ressemble à des coordonnées avant de sombrer pour de bon. J'ai repensé à tout ça toute la journée. En passant devant chez elle le soir, je remarque effectivement un aimant ananas sur sa boîte aux lettres. J'ai suivi, un brin interloqué, les coordonnées dans son jardin. J'ai creusé là où se trouvaient d'anciens cadrans solaires et je tombe sur une vieille boîte en métal rouillé. À l'intérieur, plus d'une centaine de lettres échangées entre elle et un certain Jake, sur 15 ans, signées de pseudonymes extravagants comme Amiral Stargazer et Capitaine Nebula. Chacune se terminait par « Un jour, je te dirai la vérité ». Le lendemain matin, prenant des nouvelles d'elle, j'évoque mine de rien les télescopes. Elle laisse échapper un petit rire et lâche « J'espère qu'il s'en souvient encore ». Il a arrêté d'écrire après que son père lui a dit que je n'étais pas vraiment sa grand-mère. Puis elle s'arrête un instant. J'étais juste la voisine, mais pour moi, il était comme mon petit-fils. Je crois que c'est toujours le cas. Elle m'a supplié de ne rien révéler si jamais le garçon revenait un jour la chercher. Laisse-le croire que tout cela était vrai, m'a-t-elle confié. Pour moi, ça l'était. Je lui ai alors suggéré, l'air de rien, d'aller faire un tour dans son jardin un de ces jours. Elle est restée silencieuse, puis a murmuré « Il les a vraiment gardés ?» J'ai répondu « Vous vous êtes gardés tous les deux. » Meilleurs amis qui s'étaient jurés de ne jamais se perdre de vue, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Avec Rosie, on avait cette tradition délicieusement absurde. S'inviter en douce à des mariages, pas tant pour le catering gratuit, même si les anecdotes sur le saumon valaient leur pesant d'or, mais parce qu'on avait imaginé un jeu, deviner la date du divorce.
On observait la salle, épiant chaque couple pour miser sur ceux qui ne tiendraient pas 2 ans. Et il faut l'avouer, on était terriblement perspicaces. Bref, le mois dernier, je reçois dans ma boîte aux lettres une invitation sublime. Papier épais, calligraphie élégante, le genre d'enveloppe qui sent les grandes occasions. Rosie Elizabeth Morrison m'invite en grande pompe à son mariage avec un certain David, au country club qu'on avait toujours raillé pour sa déco beige épouvantable. La claque dans l'histoire, Rosie ne m'avait jamais dit un mot de ce David. Or, on se confiait tout, y compris ses prises de bec avec le caissier du coin pour ses pizzas surgelées. Je l'appelle donc, persuadée que j'aurai droit à une explication en bonne et due forme. Et là, silence radio. Finalement, elle souffle juste. « Ah, tu as reçu l'invitation. » Je n'avais aucune idée que Rosie était fiancée depuis 8 mois à un homme rencontré lors d'une de nos infiltrations et qu'elle avait gardé le secret parce que David cochait, un à un, tous les critères du gars qu'on avait moqué pendant des années, pantalon beige, conversation placement, tout y était. J'y suis quand même allée à ce mariage. J'ai retrouvé Rosie tout sourire dans sa robe blanche et, en douce, je lui ai soufflé « Dis-moi, tu paries combien de temps pour celui-là » Elle est partie dans un énorme éclat de rire et m'a glissé à l'oreille. Pour être honnête, je me pose la question depuis des mois. Et voilà que je tombe sur mon mari sur une appli de rencontre. Selon lui, c'était juste pour voir, par curiosité. Du coup, me voilà, parfaite américaine débordée, à commander à manger à 22h, parce que je n'ai franchement pas le courage de passer au fourneau, à hésiter encore entre thaï ou pizza, en scrollant sur mon téléphone, jusqu'à ce que je remarque le portable de mon mari qui s'allume sur la table basse. D'habitude, je ne suis pas du genre à fouiller. Je respecte la vie privée et tout le tralala qui va avec un couple censé être mûr, mais là, sur l'écran, je vois apparaître Madison avec des cœurs et un coucou beau gosse. Forcément, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je prends son téléphone pendant qu'il s'éternise dans la salle de bain, et là, c'est le choc. Profil de rencontre, photo inédite, digne d'un shooting, dont une où il parade à la salle de sport alors qu'on n'y a jamais mis les pieds, déjà qu'on rame pour s'offrir un petit abonnement basique. Sa présentation clame, récemment célibataire, prêt à rencontrer quelqu'un, passionné de bières artisanales et de week-ends aventureux. Récemment célibataire, je suis mariée avec ce type depuis 6 ans et soudain le voilà aventurier. Spécialiste de la bière de hipster alors qu'il carbure à la Bud Light et considère une virée à Carrefour comme de l'exploration urbaine. Je déroule ses messages, une 50aine de conversations avec des femmes différentes. 50, rien que ça. Ashley, la prof de yoga, Brittany, l'agent immobilier, et je préfère même pas parler de Skylar et de ses photos que je n'ai pas envie de voir. J'avais carrément les mains tremblantes en lisant ces échanges où il annonce être fraîchement divorcé et prêt à découvrir de nouveaux horizons, tout ça pendant que je découvre sa double vie en live. Quand il daigne enfin sortir de la salle de bain, je l'attends, debout, téléphone en main, à 2 doigts de le balancer contre la télé qui nous coûte encore une blinde. « Je peux tout expliquer, chérie », me sort-il. Et moi, pleine de sarcasme, « J'ai hâte de t'entendre. Explique-moi comment tu peux traîner sur Tinder, Bumble et Hinge alors que tu es censé être mon mari. » Il se fige, l'air complètement paumé, et bafouille. « Ce n'est pas du tout ce que tu crois, je te jure. J'étais juste curieux de voir ce qu'il y avait, tu sais, comme faire du lèche-vitrine. Mais pour les gens. Je comptais pas aller plus loin, promis. Du lèche-vitrine humain ?» J'ai répliqué du tac au tac. « Eh bien bravo, tu vas pouvoir tester tous ces modèles dans ton nouveau studio. » Quel toupet. Il a tenté de rattraper le coup, à me jurer qu'il m'aimait et que tout ça ne voulait rien dire. Sauf que j'étais déjà en train de faire des captures d'écran de ses magouilles, savourant par avance l'idée d'en parler à mon avocat pour la procédure de divorce. Tu veux savoir le plus dingue ? Tout en sauvegardant son échange avec une certaine Chloé de 23 ans, je lui balance « Tu dis à Madison ici que tu recherches quelqu'un qui aime cuisiner de bons petits plats maison, mais tu n'as pas touché à mes plats depuis 3 mois, à part pour râler. » Il essaie de récupérer son portable, mais j'avais déjà tout envoyé sur mon propre mail. On ne me l'a fait pas. Et sa tête quand j'ai traîné sa Xbox vers l'entrée, je donnerais n'importe quoi pour la revoir. On aurait dit un gamin à qui on annonce que le Père Noël n'existe pas. « Tu peux pas me prendre ma Xbox ?» Il se lamente. Et moi, observe bien, monsieur lèche-vitrine. J'ai mis sa console, ses bières artisanales qu'il ne boit jamais, et ce chapeau de pêche ridicule dans un carton. Il avait l'air d'un mannequin raté des soldes d'été. Au fond, ce n'est pas la curiosité qui a tué le chat, mais son mariage, sa Xbox et toute chance de récupérer la maison avec la fibre de la ville. Et oui, j'ai gardé la maison, le chien et même récupéré son mot de passe Netflix, histoire de prouver que je n'oublie pas facilement. Mais il l'a bien cherché. Madison et sa ribambelle de copines peuvent bien la voir, avec en prime ses sales habitudes. La vaisselle qui traîne et les 3 mêmes Marvel vus en boucle. D'ailleurs, mesdames, si vous tombez sur un Brad récemment divorcé, amateur d'aventure, sachez qu'une sortie chez Costco le samedi, c'est le bout du monde pour lui. Vous avez déjà eu cette sensation d'avoir droit à un SMS d'anniversaire de Domino's, mais rien de votre meilleur ami ? Voilà mon 26e anniversaire, seul dans mon studio, à finir des parts de pizza froide. Et soudain, joyeux anniversaire, 20% sur votre prochaine commande. Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Au moins quelqu'un y avait pensé. Ma meilleure amie du collège, celle qui dormait tout le temps chez moi, qui me sauvait de mes peurs nocturnes et qui m'a tenu les cheveux quand j'ai tout rendu derrière le Dairy Queen au bal,
elle n'avait rien dit. Pourtant, Facebook ne manque pas d'avertir, et on échangeait encore des bêtises sur TikTok 2 jours plus tôt. Je cherchais 1000 excuses, à me dire qu'elle croulait sous le boulot à Denver ou préparait une surprise. Et puis, je tombe sur sa story Insta, à Top Golf avec une bande d'inconnus, à rigoler, poster des photos, des cœurs partout. Là, je l'ai senti comme une gifle. Entre le diplôme et aujourd'hui, je suis devenue l'amie de secours, celle qu'on garde parce que c'est pratique, pas par affection. Ce texto de Domino's m'a fait me sentir plus vivante que tous nos derniers échanges. À force, même les messages automatiques semblent plus sincères. Vous avez déjà ravalé vos émotions parce qu'on vous a martelé tout petit qu'un garçon, ça ne pleure pas. C'est comme ça que je me retrouvais, à 32 ans, sur le parking du ciné, assis dans ma voiture après être allé voir Vice Versa 2 avec ma copine, à ravaler mes larmes parce que, franchement, ces dessins animés sur les émotions, ça vous bouscule autrement quand ça fait 30 balais que vous planquez tout au fond. J'avais encore la voix de mon père qui me trottait en tête. Un vrai homme, ça ne pleure pas. Toi, t'es fort. T'es pas une fille, tout de même. Ah, ses parents des années 90. Et pendant que Sarah me lançait un regard du genre « Allons, tu peux bien ressentir quelque chose grâce à un Pixar », moi j'étais perdue à me demander si ça allait à l'encontre de toutes les règles débiles de la virilité, d'oser verser une larme devant un film d'animation, alors que, franchement, j'ai jamais eu envie de ce manuel-là. Et puis, mon téléphone vibre. Un message de mon neveu. « Tonton Mike, moi aussi j'ai pleuré devant le film. Mon pote dit que les garçons pleurent jamais, mais toi, tu m'as toujours dit que c'était important d'avoir des émotions. Tu es fier de moi ? Là, j'ai pris une claque monumentale. Tout m'est revenu en pleine tête. L'ironie, les anciennes blessures d'enfant. Ce gamin est 10 fois plus courageux que je ne l'ai jamais été, et je comprends soudain que j'ai tellement voulu me protéger des principes poussiéreux de mon père que j'ai failli passer à côté de l'essentiel. Enseigner aux petits après nous qu'être un homme, ce n'est pas faire bloc face à ce qu'on ressent, mais apprendre à accueillir ses émotions et à rester celui qu'on aspire à devenir. Alors je lui ai répondu, plus fier que tu ne l'imagineras jamais, champion. Un vrai homme sait pleurer quand ça compte pour lui. Vous avez déjà connu ce moment gênant où tout le monde célèbre l'anniversaire d'un autre, alors que le vôtre passe à la trappe ? Moi, oui, assis comme un idiot dans la salle de pause, à regarder mes collègues se déhancher sur « Joyeux anniversaire » pour Jessica de la Conta, celle qui prononce Target à la française et pense qu'en mettant de l'avocat partout, elle deviendra une influenceuse bien-être. Et moi, avec ma cocarde « Joyeux anniversaire » trouvée par ma mère sur Amazon, j'ai 28 ans et, quelque part, je m'accroche encore à l'espoir qu'on remarque que c'est ma journée. Le gâteau arrive, Instagram crépite de story, et moi, je fais semblant de m'extasier devant la surprise que Jessica s'est manifestement offerte toute seule. Et là, cerise sur le gâteau. Je scrolle sur mon téléphone, un peu englouti dans mon autocompassion, et je tombe sur un message de ma petite sœur. « Bonne anniv, naze! Maman a fait ton gâteau préféré et on t'attend à la maison. Au moins, il y en a qui pensent à toi. » Et je réalise qu'à force d'espérer qu'une bande de presque inconnus me fasse sentir unique, j'ignorais complètement les messages de ma famille, trop absorbée par mon propre sentiment d'invisibilité. Parfois, ceux qui tiennent vraiment à toi sont là depuis toujours, même si t'as la tête trop pleine de tes petits drames pour le voir. Tu te souviens de la première fois où t'as pigé que t'étais pas l'enfant favori ? Moi, c'était à 13 ans, sur les gradins à la finale de ligue de mon frère, à regarder mes parents tout donner pour le soutenir, alors que ma médaille du concours de maths remportée 3 heures plus tôt, personne n'avait eu l'idée de me demander de la montrer. J'attendais un regard, un sourire, un brin de fierté, mais leurs yeux restaient rivés sur le terrain. Et quand Jake s'est fait sortir en 7e manche, ma mère s'est effondrée, comme s'il avait perdu le Nobel, alors que c'était juste une coupe de quartier. À ce moment-là, j'ai compris, je pourrais découvrir la cure du cancer qu'on me demanderait quand même si j'ai pensé à enregistrer le match de Jake. Mais ce qui fait le plus mal, c'est d'apprendre, des années plus tard en feuilletant de vieux albums après l'enterrement de mon père, qu'ils avaient repris plein de photos de moi au concours, que ma mère les avait envoyées aux grands-parents avec le mot « Notre petit génie, quelle fierté !» Ils n'ont jamais su célébrer mes victoires comme celle de Jake sur le terrain. Ils ne captaient pas que moi aussi, j'avais besoin de voir cette étincelle dans leurs yeux, même si je brillais avec ma tête, et pas une batte. 15 ans à me croire transparent, alors que j'étais juste aimée dans une langue que je ne parlais pas. Pour ceux qui ont déménagé à l'étranger, c'était quoi le plus dur ? J'ai appris que j'étais enceinte le jour même où j'ai eu mon visa pour bosser au Canada. Dans le cabinet du médecin, yeux rivés sur les 2 traits roses, mon contrat pour Toronto froissé dans la paume moite, Alex, mon copain, au courant de rien. À peine sorti, je file faire tamponner mon passeport, ça me paraissait moins difficile que de décrocher mon téléphone. 3 semaines plus tard, me voilà à Toronto, en train de manger un pho dans un petit resto vietnamien et de googler le système de santé canadien, tout en envoyant des messages à Alex resté en France. Lui me demande pourquoi j'ai quitté mon boulot. Je lui balance seulement que j'habite au Canada maintenant. « Tu ne pètes pas un câble, là ?» Il me répond. 6 mois plus tard, il débarque devant ma porte. Il avait prévu de me demander en mariage le jour où j'ai disparu, alors il a gardé la bague dans sa poche 6 mois avant de traverser l'Atlantique pour me retrouver. À table, il constate que je ne touche même pas à la bière qu'il a apportée. Il pâlit. « T'en es à combien de mois ?» 7, je réponds. Il pose l'écrin près de la sriracha. J'étais venu pour te demander en mariage. Mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux te demander si tu veux que je reste. Je regarde la bague, puis lui, puis mon ventre. Je sais pas,
Mais on pourrait découvrir ça ensemble, non? Il a emménagé ici 2 mois avant la naissance de notre fille. On s'est jamais mariés, mais la bague est restée des années sur la table entre le sel et le poivre. Et toi, ça t'est déjà arrivé qu'un autre parent te tombe dessus parce que tu as refusé quelque chose à son gamin? C'est arrivé, oui, mais elle n'a jamais su que ce jouet que sa fille réclamait, c'était la dernière chose que mon fils avait touché. On était chez Target, rayon jouet. La gamine ne quittait pas des yeux la figurine Batman dans mon chariot. J'ai essayé de détourner l'attention, la mère rapplique pour m'ordonner de la donner à sa fille, sous prétexte qu'elle l'avait vue la première, et que j'étais en train d'apprendre l'égoïsme à nos enfants. J'ai tenté d'expliquer que c'était pour offrir, mais elle est montée en pression, m'a traité d'égoïste devant tout le monde, et je suis restée là, incapable de dévoiler que, 6 mois plus tôt, mon petit Marcus, 8 ans, avait supplié pour ce Batman, juste avant que sa leucémie n'empire. Le matin de sa mort, il avait encore cette figurine posée sur sa table de nuit, il chuchotait les aventures qu'il vivrait avec elle une fois rétabli, et je lui avais promis d'en acheter une autre pour ne jamais l'oublier. Ce qui m'a vraiment brisée, c'est quand cette femme me l'a arraché des mains pour la tendre à sa fille, en lançant « Voilà, tu vois, ce n'était pas si compliqué ». Je n'ai pas protesté, parce que voir le visage de cette petite s'illuminer m'a bouleversée. C'était Marcus tout craché, et je ne pouvais pas lui retirer ce bonheur. Je suis ressortie de Target en larmes, les mains vides, réalisant qu'il y a des fois où dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est simplement préserver les fragments de son cœur, trop vulnérables pour être confiés à des gens qui, eux, n'auront jamais idée de ce qu'ils vous demandent de sacrifier. Ta famille t'a-t-elle déjà harcelé au sujet du prénom d'un bébé? Toute ma famille élargie a organisé une sorte de comité de crise parce que je voulais appeler mon fils River. Pas parce que c'était bizarre, non, mais parce que c'était le prénom de mon frère disparu. Ma tante Karen, lors du repas de Thanksgiving, a balancé comme si elle lâchait une bombe. Tu ne peux pas donner à un bébé le prénom de quelqu'un qui s'est suicidé. C'est porter la poisse. Ma mère, elle, a proposé Ryan, estimant qu'en modifiant 2 lettres, on pouvait tromper le destin. River avait des soucis, a ajouté mon père. Tu ne veux pas qu'une mauvaise énergie plane autour d'un nouveau-né. Comme si, franchement, la maladie mentale pouvait se transmettre par le prénom. Mais ce sur quoi personne ne voulait s'attarder, c'est que River n'était pas juste mon frère, c'était mon jumeau. On a tout partagé pendant 24 ans jusqu'à ce que la dépression l'emporte, me laissant seule à préparer une chambre de bébé qui ressemblait davantage à un sanctuaire. 3 mois durant, ils n'ont cessé de me proposer des alternatives rassurantes, des prénoms classiques qui ne feraient de vagues à aucun goûter d'école. Le jour où mon fils est né, l'infirmière m'a demandé quel prénom inscrire sur le bracelet. J'ai croisé le regard de mon mari, resté muet pendant toute cette tempête familiale, et j'ai soufflé « River James ». Parce qu'il y a des moments où la meilleure façon d'honorer les morts, c'est de refuser de laisser les vivants les effacer. Est-ce qu'on t'a déjà viré d'un drive pour excès de politesse? Oui, au McDo de la 5e avenue, et franchement, il l'avait bien cherché. À 17 ans, alors que ma mère se mourait d'un cancer, j'y passais tous les jours, je restais 20 minutes à la fenêtre à prendre des nouvelles des enfants de Jessica, à demander ce que Marcus comptait faire du week-end, ou si Sarah allait mieux. J'avais fini par connaître leurs emplois du temps, leurs histoires, leur vie. Le manager pensait que je préparais un mauvais coup, alors qu'en réalité, ses équipiers étaient les seuls à ne pas me regarder avec pitié. Ils ignoraient tout des chimios ou du fait que je restais garée des heures, rien que pour retarder le moment d'affronter le déclin de ma mère. Pendant 6 mois, ce drive a été mon exutoire, et ses employés sous-payés sont devenus un peu ma famille. Puis maman est partie un mardi de novembre. Le lendemain, fidèle à mes habitudes, même commande, même heure, mais cette fois, quand Jessica m'a demandé comment j'allais, j'ai craqué totalement, fondant en larmes devant tous les klaxons. Le manager est sorti en disant « Je comprends que tu vives une période compliquée, mais tu ne peux pas bloquer la file. Va ailleurs pour gérer tes émotions. » Je ne suis jamais revenue. 20 ans plus tard, il m'arrive encore de passer devant ce McDo et de me demander si Jessica ou Marcus pensent à ce gamin un peu paumé qui devenait familier parce qu'il n'osait pas affronter sa propre réalité. As-tu déjà croisé une célébrité sans que ça se voie? Je bossais dans une minuscule librairie à Seattle quand Ryan Gosling est entré, clairement pas d'humeur à se faire remarquer, casquette vissée, lunettes de soleil en intérieur, et Laura, laissez-moi tranquille. J'avais 19 ans, fauchée jusqu'à l'os parce que mon père venait d'apprendre qu'il avait un cancer, et chaque centime de salaire partait dans les factures familiales. C'était peu après la sortie de « N'oublie jamais », alors intérieurement j'étais au bord de la crise. Mais en surface j'ai gardé mon calme, me contentant de lui demander s'il avait besoin d'un conseil. Il a été charmant, a choisi un recueil de poèmes complètement au hasard, je l'ai encaissé sans dire un mot. Juste avant de partir, il s'est arrêté, m'a remercié d'avoir respecté sa tranquillité. J'ai haussé les épaules comme si je ne comprenais pas l'allusion. Plus tard, en fermant la boutique, j'ai découvert une enveloppe à mon nom, avec un mot « Ta discrétion a bien plus de valeur que tu ne le crois », accompagné d'un chèque de 2000 $. Je l'ai fixé un bon moment, persuadée que ça devait être une blague, mais c'était bien réel. J'ai appelé mon père en larmes pour lui dire que je pourrais enfin venir pour son opération. Il m'a demandé d'où venait cet argent. J'ai prétexté des heures sup.
Jamais je ne lui ai parlé de Ryan Gosling. On ne m'aurait pas cru. L'opération s'est déroulée à merveille. Mon père est en rémission depuis 15 ans et le recueil de poésie choisi par Ryan trône toujours sur mon étagère. As-tu déjà fait semblant de ne pas reconnaître une célébrité? Eh bien, j'ai croisé mon père dans un Costa Coffee à Manchester la semaine dernière. Il était derrière le comptoir. L'homme qui était parti 17 ans plus tôt pour se trouver me demandait si je voulais plus de mousse. J'ai passé ma commande habituelle, impassible, en l'observant galérer avec la machine à café. Sa nouvelle alliance brillait, visiblement une autre femme. Et j'ai failli demander si elle savait qu'il avait déjà une autre famille, ou si nous n'étions qu'un épisode pilote raté. Il ne m'a reconnu qu'à mon merci David, à la place du traditionnel papa. Et il a blêmi d'un coup, vraiment comme s'il voyait un fantôme, ce qui, d'une certaine façon, était le cas. Sa petite fille, 6 ans à peine, gribouillait à une table, profitant d'une enfance que je n'aurais jamais connue. Quand il a chuchoté sidéré « Bon sang, c'est toi ?» J'ai seulement souri. « Vous faites erreur, monsieur. » Et je suis repartie avec un café parfait, préparé par ses mains tremblantes. Autant dire que la vengeance a parfois la saveur d'un latte hors de prix et le plaisir cruel de voir un remplaçant réaliser que son passé vient de lui commander un café pour son avenir. Ce jour-là, j'ai laissé mon plus gros pourboire, histoire de marquer le coup. As-tu déjà arrêté quelque chose alors que tout le monde te disait de continuer? À 13 ans, mes parents ont décidé de m'inscrire au violon à cause de mes doigts, soi-disant doués pour devenir une prodige. Ma prof, Mademoiselle Abernathy, avait l'art de s'entourer d'écharpes qui semblaient une douée de vie et ne s'exprimaient qu'à coups de grandes métaphores théâtrales. Pendant 5 ans, j'ai enchaîné les exercices pendant que mes amis profitèrent de l'adolescence comme il se doit. J'ai rejoint l'orchestre des jeunes de la ville, ce qui sonnait bien sur le CV, mais en vrai, je passais mes répétitions à compter les mesures et à espérer ne pas massacrer l'héritage de Mozart. Toute la famille avait misé gros sur mon avenir musical. Mes parents y avaient laissé des milliers d'euros. Mes grands-parents faisaient des heures de route pour chacune de mes auditions. Ma sœur s'était même mise à la flûte, histoire qu'on puisse partager tout ça à deux. Alors, le soir où j'ai annoncé pendant le dîner que j'arrêtais le violon, on aurait dit que je proposais de vendre la maison pour partir avec les forains. Mais tu es tellement douée, a lâché ma mère. Pense à tout ce qu'on a investi. Et Juilliard, tu y penses? On a eu droit à des réunions de crise pendant des semaines. Ma prof de violon a débarqué sans prévenir, agrippant ses partitions comme si c'était des reliques. Son écharpe virevoltant pour le spectacle, même sans courant d'air. Mais ce que personne n'a jamais compris, c'est qu'entre-temps, j'avais découvert l'écriture. Tard le soir, après des entraînements bâclés, je noircissais des cahiers entiers d'histoire. Quand les autres entendaient les fausses notes de mon violon, moi j'entendais surtout ce grand silence qu'on ressent quand on fait quelque chose qui n'est pas fait pour nous. 5 ans plus tard, à ma toute première séance de dédicace, mon père s'est penché vers moi avec un sourire et a glissé « Finalement, t'as bien fait d'arrêter le violon. Tu n'étais vraiment pas faite pour ça. » Parfois, le vrai courage, c'est de poser l'instrument qu'on attend de vous pour attraper celui qui n'attendait que vous.